Une nuit d'excellence, on bâtit mon pays. Merci, chers amis. Merci, chers frères et sœurs, pour votre présence. Merci au parti de gauche et à mon jeune frère Kaeri qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à ce partage, car il s'agit de partager sur la thématique particulière pour ce qui me concerne, sur la thématique de la souveraineté en Afrique. La souveraineté n'est pas simplement une question juridique d'autodétermination, de liberté d'expression. Elle se situe au plan politique, en amont de la formation de l'État, et elle irrigue l'État en permanence pour sa pérennisation. Elle est au cœur de la capacité ou non de faire des choix pour soi et d'assumer ces choix. On confond souvent la souveraineté avec l'indépendance. L'indépendance est l'absence de relation de sujétion ou de cause à effet entre différentes entités. Qu'il s'agisse même de mathématiques, l'indépendance porte la marque de la distinction fondamentale entre des entités constituées. Par contre, la souveraineté qualifie la caractéristique d'autonomie d'une entité, autant par rapport à elle-même que par rapport aux autres. Et les liens entre ces deux concepts sont si forts que parfois on les superpose. Et dans le cadre de l'État, c'est très net. Pour être souverain, il faut qu'un État soit indépendant. Mais pour vivre son indépendance, il faut que l'État soit souverain. Les sociétés africaines, d'avant la fin du 19e siècle, disons le dernier tiers du 19e siècle, ont élevé la souveraineté au rang de valeur sociopolitique de premier plan à travers leurs traditions orales. Les récits, les légendes, le langage tambouriné, puisqu'on a des amis qui sont burundais ou akans, etc. En Occident, la souveraineté nourrit des systèmes de pensée, autant dans la réflexion que dans l'art de la politique. Et cela surtout depuis Jean Bodin qui, en 1583, a été le premier à systématiser la laïcisation du pouvoir, la laïcisation de la politique en Occident. La référence donc à la souveraineté est omniprésente dans toutes les sociétés. Elle agite toujours, par exemple, l'histoire diplomatique, dans laquelle elle continue de symboliser la puissance ou la faiblesse des États. Au-delà de la dimension, je dirais, identitaire qui lui est implicitement prêtée, le concept pose fondamentalement la question de la liberté. Liberté individuelle, liberté collective. Et cette dimension a été surtout développée par la pensée politique occidentale depuis au moins la fin du XVIIIe siècle.
La rencontre de l'Afrique avec l'Occident, à partir des années 1870-1880, est devenue violente et l'Occident l'a emporté sur l'Afrique. Cet Occident a tenté, et tente encore, de transformer l'Afrique selon ses canons. De cette rencontre, selon mes travaux de recherche et d'autres travaux de certains collègues, de cette rencontre est née peu à peu en Afrique une nouvelle perception de la souveraineté, qui est le produit de ce que j'appelle une pensée afro-européenne, qui devient progressivement centrale à partir des années 1920. Avec l'école et la presse coloniale, le choc colonial a donc introduit un processus de métissage et de domestication de la logique occidentale. Ce sont ces cadres conceptuels de la pensée afro-européenne qui vont servir d'assises aux actions visant à recouvrer pour les Africains, à recouvrer la liberté perdue. L'indépendance proclamée, ces mêmes cadres vont servir aussi dans les thèses panafricanistes, soit l'idée de défense commune et institutionnalisée de la souveraineté, c'est la thèse développée surtout par Kwame Nkrumah, ou alors l'autre thèse, toujours panafricaniste, l'idée de fécondation des cultures africaines et pour créer, pour fonder de nouvelles sociétés par dépassement endogène des anciennes. Ça, c'est la thèse d'Amilcar Cabral. Mais en même temps, paradoxalement, ces mêmes cadres conceptuels vont contradictoirement viser à comprendre la souveraineté comme un but à atteindre et non un point de départ. Un but à atteindre qui impose que soient renforcés les liens de l'Afrique avec l'Occident. Ce sont les thèses développées surtout par Senghor et Félix Houphouët-Boigny, qui, en 1955, justement, dans une tribune, a lancé la notion de France-Afrique, pour bien marquer la nécessité de cette liaison. C'est donc sur cette toile de fond historique que se déploient depuis les indépendances tous les dénis de souveraineté interne et externe. Je fais bien la distinction entre souveraineté interne et externe. Les dénis de la souveraineté interne sont la source de l'affaiblissement des ressorts internes de la résilience des sociétés africaines à travers le fonctionnement de régimes antidémocratiques qui fleurissent dès les indépendances, notamment avec les partis uniques, les systèmes de partis uniques. Et ces systèmes, ces régimes antidémocratiques ont été confortés par les séries de coups d'État, par exemple, du coup d'État militaire en Égypte en 1952 jusqu'au coup d'État du Burkina en 2015, j'ai dénombré 94 coups d'État en Afrique, dont notamment 61 entre 1960 et 1989. La souveraineté interne est donc enlevée aux citoyens au nom d'un certain volontarisme dans la construction de l'État-nation. Il s'agit en fait de stratégies qui visent à prolonger un règne politique par affaiblissement de l'État, convertissant donc celui-ci en un instrument de prédation des ressources nationales. Les discours de repli national font souvent partie d'une stratégie de captation de la souveraineté nationale au profit de clans ou de groupuscules.
Ils nourrissent bien souvent l'ethnisme politique, voire le communautarisme. Absent de nombreux domaines et éprouvant des difficultés à se territorialiser effectivement, l'État ne se signale donc au quotidien du citoyen que par sa brutalité. Et il apporte très peu aux populations, dont on ignore souvent les contours et les aspirations. À partir de 1990, il y a eu des tentatives de démocratisation pour inverser ces tendances de déni de souveraineté interne. Et ces tentatives ont introduit la libération de la parole, l'érection de la rue comme espace politique public, les essais d'organisation de la société civile avec l'apparition de nombreuses ONG, le multipartisme, le recours même à la contre-violence populaire face à la violence d'État. Mais après le milieu des années 90, les vieux démons du déni de souveraineté interne sont revenus au galop. On a donc poursuite de la négation du peuple, des citoyens, par manipulation cette fois des listes électorales. Et la dévolution du pouvoir par les urnes est plus que jamais soumise à des procédés illégaux et illégitimes. On a toujours la captation de la souveraineté du peuple par des coteries, souvent à la faveur des coups d'État. On pensait les coups d'État disparus, mais j'ai dénombré 31 coups d'État en Afrique entre 1990 et 2015. L'Afrique post-coloniale, vous le voyez, très peu imaginative, accumule donc les fragilités internes. Ces fragilités, ce sont les fragilités de la gouvernance économique ou politique qui fondent l'instabilité politique. Ce sont les formes diverses de corruption, etc. Les collusions sont multiples aussi, avec les forces extérieures les plus nocives, qui rendent donc ces fragilités plus dramatiques. On ne peut donc pas s'étonner que les dénis de souveraineté interne s'accompagnent de dénis de la souveraineté externe. Ces dénis de la souveraineté externe visent, sous des prétextes divers, la permanence des liens de sujétion et de domination de l'Afrique qui prolongent l'impérialisme des siècles passés. Il y a donc ici une liaison, je dirais presque mécanique, entre les dénis de la souveraineté interne et les dénis de la souveraineté externe. Et ces dénis de la souveraineté externe s'appuient dorénavant sur des moyens de pression très efficaces. Ces moyens de pression sont apparus dès les indépendances. C'est entre autres la mise sous tutelle de monnaies, comme par exemple le CFA. Mais il n'y a pas que le CFA. C'est l'installation d'hommes liges à la tête des pouvoirs, lesquels sont tenus en main à travers des réseaux divers. C'est l'installation de bases militaires. Et c'est surtout, de manière spectaculaire, les interventions militaires directes, officielles. Pour prendre le cas de la France, j'ai dénombré 30 interventions militaires françaises en Afrique de 1960 à 2017. 30 publiques. Je ne parle pas des interventions de services spéciaux ou de coups foireux qu'on organise pour préparer des coups d'État, etc. Tout cela s'inscrit dans un contexte de rivalité économique et géopolitique entre grandes puissances, entre multinationales et PME,
entre réseaux financiers et industriels, ou simplement entre réseaux politiques et financiers concurrents. Le tout ne visant rien d'autre que le contrôle de l'Afrique par tous les moyens, parfois sous l'habile habillage de l'ONU. On l'a vu très largement en Côte d'Ivoire, en 2011, qui est vraiment l'exemple d'intervention qui réunit tous les ingrédients de l'ingérence dans la vie des peuples africains. On l'a vu aussi en Libye, etc., etc. Ces actions négatives, en interne et en externe, souvent articulées les unes aux autres, expliquent que, pour moi, la souveraineté reste la contradiction principale à surmonter en Afrique. À partir du milieu des années 80, même un peu avant pour quelques travaux, on assiste progressivement à l'apparition d'une nouvelle pensée critique africaine. Elle part d'une Afrique imaginée sans les référents occidentaux. Elle s'inscrit dans le procès de renouvellement de l'État africain et de sa souveraineté, pour être, comme on le dit maintenant, une africanité nouvelle. Cette africanité nouvelle est universaliste et peu identitaire dans ses projets. Elle est caractérisée, entre autres, par la promotion de l'idéal démocratique, le respect des droits humains, le refus et la dénonciation des tutelles extérieures, fussent-elles amicales. Elle est caractérisée aussi par la dénonciation de l'essentialisme et de l'immobilisme qu'une certaine pensée occidentale avance à propos de l'Afrique. Je pense en particulier à ce fameux discours du président Sarkozy à Dakar le 20 juillet 2007. Ces idées, en fait, veulent cacher la réalité, celle des rapports économiques inégaux, celle des mécanismes du néolibéralisme et les prédations diverses qui entretiennent les faiblesses structurelles de l'Afrique. En France, comme ailleurs dans le monde, en tout cas comme ailleurs en Occident, il y a pourtant des courants de pensée, tels entre autres les divers altermondialismes, qui expriment heureusement des positions qui traduisent la permanence des solidarités avec les peuples sous domination, comme hier l'existence des courants anticolonialistes. Malheureusement, ces voies sont couvertes souvent par celles de ceux qui n'ont pas fait le deuil des colonies. Ceux-là qui sont aidés par un puissant système médiatique, mais aussi, il faut le dire, par l'indifférence de la majorité des opinions publiques occidentales. Les liaisons avec la nouvelle africanité doivent donc être renforcées, non seulement pour faire sens, mais surtout pour faire pièce aux hégémonies prédatrices des forces opposées à la souveraineté des peuples. Mais il faut en même temps être lucide, nous, Africains, car la nouvelle africanité a des insuffisances, souvent dues notamment à la timidité de nos critiques des conservatismes sociaux en Afrique, des choses trappes du système capitaliste néolibéral sur notre continent. Il nous faut donc trouver des paradigmes complémentaires qui permettent la reconstruction effective de la souveraineté africaine. Est-ce que la réconciliation, notamment dans un pays qui sort d'une guerre civile, est l'un de ces paradigmes complémentaires de reconstruction de la souveraineté? Je ne le pense pas. Elle n'est qu'un des facteurs de la recomposition de la cohésion nationale, entendu comme facteur
de survie de la communauté. Cette survie ne relève pas de la morale religieuse ou philosophique comme dans les relations interpersonnelles, mais elle est plutôt de la nécessité politique et sociale. Elle est donc pour cela un acte politique. La réconciliation est un acte politique dans l'existence d'une communauté politique et sociale. Elle suppose d'être acceptée par les protagonistes dans son principe comme dans son déroulé, sous l'égide éventuellement d'un partenaire neutre et impartial, partenaire interne ou externe. Elle suppose la reconnaissance mutuelle des différences, la volonté commune de défense de la souveraineté interne par consensus et l'affirmation de la souveraineté externe par principe. Voilà pourquoi la réconciliation est fondée sur le respect par tous des institutions et lois qui régissent la communauté pour sa pérennisation. Voilà pourquoi aussi elle exige l'identification rigoureuse des nœuds de conflit, du conflit dont sort par exemple une communauté. On prend le cas de la Côte d'Ivoire. Car incontrôlées, ces causes de conflit peuvent être aussi externes, c'est-à-dire à un niveau qui n'est pas contrôlé et où la souveraineté devient, disons, peut être mise à mal par des forces de dissolution de la communauté. Quelles sont les chances de réussite des réconciliations? Les chances de réussite, pour ma part, résident d'abord dans l'engagement des protagonistes à faire exister la communauté comme réalité spécifique. Ensuite, elles sont dans l'inclusion de tous au débat citoyen et démocratique pour des solutions consensuelles auxquelles doit aboutir ce débat citoyen. Enfin, elle suppose, au plan tactique, que soient identifiées les préoccupations des protagonistes extérieurs du conflit pour y apporter une réponse qui préserve à court et moyen terme la souveraineté de l'État. Voilà, chers frères et sœurs, les quelques réflexions que je pouvais faire à propos de ce thème, et je vous remercie.